Et si tout ce que vous croyez à propos de la mort n'était qu'une illusion? Et si les limites de la science, si rigides et précises, cachaient une faille profonde, l'incapacité à comprendre les signes qui surgissent dans les derniers instants de la vie? L'histoire de l'humanité a toujours oscillé entre raison et mystère. La science a construit des ponts solides, des explications rationnelles pour presque tout, mais certaines expériences échappent à son regard froid, des expériences qui persistent à demeurer au seuil de l'inexplicable. Nous parlons des expériences de mort imminente, phénomènes qui continuent à déconcerter médecins, philosophes et chercheurs spirituels à travers le monde. Ces expériences, connues sous le nom d'EMI, surviennent dans des moments critiques. Patients en mort clinique, victimes d'accidents, personnes restées sans signes vitaux pendant quelques instants et qui, en revenant, relatent quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la logique biologique. Ils décrivent des visions intenses, des sensations qui dépassent la douleur physique, des rencontres avec des figures lumineuses, ou même l'observation de tout ce qui se passait autour de leurs corps inertes. Pour la science conventionnelle, ces histoires devraient être impossibles. Pourtant, elles se répètent, traversent les frontières culturelles, les religions, les langues et les époques. Le plus intrigant est la cohérence de ces récits. Une personne dans l'Europe médiévale, un survivant contemporain d'accidents de voiture aux États-Unis, un paysan asiatique ou un enfant africain, tous décrivent des expériences étonnamment similaires. Comment est-ce possible ? Auraient-ils tous été victimes de la même hallucination collective? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, un champ invisible de la réalité qui se manifeste précisément lorsque le corps dit adieu à la vie? La réponse n'a jamais été claire, mais la question résonne comme un écho impossible à faire taire. La science, fidèle à sa méthode, a tenté d'expliquer. On parle de décharges électriques du cerveau, d'oxygénation irrégulière, d'illusions créées par la chimie du corps moribond. Mais aucune de ces hypothèses ne parvient à expliquer des détails aussi concrets que des patients décrivant des instruments chirurgicaux qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, ou répétant des dialogues survenus alors qu'ils étaient cliniquement morts. Comment comprendre que des yeux fermés et des cœurs arrêtés puissent, malgré tout, enregistrer tout ce qui les entoure? C'est à ce moment que la raison commence à vaciller et que le mystère s'installe. René Guénon, philosophe et penseur des traditions spirituelles, avertissait déjà qu'il existe des dimensions de l'expérience humaine inaccessibles au raisonnement logique. Pour lui, les signes qui échappent à la raison ne sont pas des faiblesses de la pensée, mais des indices d'une réalité plus grande, des couches cachées que la science moderne refuse de toucher. En ignorant ces signes, la science pourrait fermer la porte à une compréhension plus profonde de l'existence même. Ce qu'elle rejette comme illusoire pourrait en réalité être la clé pour comprendre le destin final de la conscience. Ainsi commence le voyage que vous êtes sur le point d'accompagner. Il ne s'agit pas seulement de récits extraordinaires, mais d'une enquête sur la frontière entre vie et mort, entre raison et mystère. Dans les prochains moments, nous allons plonger dans des histoires qui défient ce que nous croyons savoir. Des histoires qui révèlent le fait que la science a ignoré concernant les expériences de mort imminente, et les signes qui s'élèvent au-delà de la logique humaine. Pour comprendre la profondeur des expériences de mort imminente, il faut d'abord accepter un paradoxe. Ce qui se produit dans les instants où la vie s'éteint ne peut être réduit à la seule biologie. Les médecins décrivent ce moment comme la défaillance des systèmes vitaux, la perte d'activité électrique dans le cerveau, l'absence de circulation. Pour la science, ce serait la fin de la conscience. Et pourtant, d'innombrables récits commencent précisément là. Quand la raison affirme que plus rien ne devrait exister, surgit la perception la plus intense que beaucoup aient jamais vécue. Les expériences de mort imminente, ou EMI, présentent des éléments récurrents. Les patients décrivent la sensation de se séparer de leur corps, comme s'ils observaient d'en haut la scène de leur propre mort. Certains relatent la traversée de tunnels lumineux, d'autres ressentent une paix absolue,
un silence impossible à comparer à toute expérience terrestre. Il y a aussi ceux qui narrent des rencontres avec des proches déjà décédés ou avec des figures qui irradient lumière et compassion. Ce qui est curieux, c'est que ces éléments se répètent de façon impressionnante, même si les contextes culturels et religieux sont complètement différents. Un exemple classique concerne un patient soumis à une chirurgie cardiaque d'urgence. Déclaré cliniquement mort pendant quelques minutes, il est revenu en rapportant des détails minutieux. Il a décrit le positionnement des chirurgiens, la couleur d'un instrument qu'il n'avait jamais vu auparavant et même la musique qui jouait en arrière-plan dans la salle d'opération. Lorsque les médecins ont vérifié, tous ces détails étaient corrects. Comment expliquer cela dans le paradigme scientifique traditionnel ? Certains chercheurs ont tenté d'attribuer ces perceptions à l'activité résiduelle du cerveau, comme s'il s'agissait de rêves vivides provoqués par le manque d'oxygène. D'autres ont suggéré qu'il s'agirait de souvenirs fragmentés combinés dans un état altéré de conscience. Cependant, ces hypothèses se heurtent à des obstacles insurmontables. Comment quelqu'un en arrêt cardiaque, sans flux sanguin dans le cerveau, pourrait-il avoir des perceptions aussi précises de l'environnement externe ? Comment des expériences si similaires pourraient-elles se répéter dans des cultures qui n'ont jamais eu de contact entre elles? C'est à ce point que l'invisible s'insinue. L'invisible ici n'est pas le surnaturel au sens vulgaire, mais une dimension de la réalité qui ne se soumet pas aux limites des instruments scientifiques. Guénon dirait que l'erreur de la science est de prendre le visible comme seul réel, écartant ce qu'elle ne peut mesurer. Mais et si justement ce qui ne peut être mesuré était ce qui importe le plus? Et si ces signes n'étaient pas des distorsions chimiques, mais des témoignages d'une conscience qui transcende le corps? Les EMI révèlent une contradiction qui dérange. Plus la science tente de les réduire à des illusions, plus surgissent des récits cohérents qui défient ces explications. Médecins, soldats, enfants, athées et croyants, tous, à un moment donné, ont apporté des témoignages similaires. Peu importe la croyance préalable, l'expérience se manifeste comme si elle suivait un modèle universel. Et c'est précisément ce modèle qui échappe à la logique, mais révèle un ordre qui semble plus grand que n'importe quelle doctrine scientifique. Explorer l'invisible ne signifie donc pas abandonner la raison, mais reconnaître ses limites. Cela signifie admettre qu'il existe un territoire encore non cartographié où la conscience semble survivre à la mort physique. C'est la clé pour comprendre ce que la science a ignoré, les signes au-delà de la raison, qui ne peuvent être expliqués par des statistiques ou des microscopes, mais qui continuent à se répéter sous les yeux de ceux qui osent écouter. S'il y a une chose que la science moderne ne supporte pas, c'est le vide de réponse. La logique qui guide ces méthodes exige des hypothèses testables, des variables contrôlées, des expériences répétées. Mais quand il s'agit des expériences de mort imminente, cette logique semble toujours trébucher sur des contradictions. C'est dans cette confrontation que la tension s'accroît. D'un côté, la science qui exige des preuves matérielles, de l'autre, des témoignages humains qui se multiplient et semblent échapper à toute explication rationnelle. Les scientifiques les plus sceptiques affirment que les EMI ne sont que des illusions créées par le cerveau en état de collapsus. Pour eux, le tunnel de lumière ne serait qu'une conséquence de la perte graduelle de la vision périphérique. La sensation de flotter hors du corps, un tour neurologique. Les rencontres avec des proches décédés, des souvenirs déformés dans un état de confusion. Mais, en tentant de réduire ces récits à de simples erreurs chimiques, la science se trouve face à un problème, la précision des détails. Il existe des cas où des patients décrivent des scènes et des objets qui ne pourraient être perçus que par quelqu'un de conscient, les yeux ouverts et le corps en plein fonctionnement. Comment quelqu'un cliniquement mort pourrait-il, malgré tout, rapporter des faits confirmés plus tard par des médecins et des témoins? Un autre point qui affaiblit les explications traditionnelles est l'universalité des récits.
Peu importe si la personne croit en une vie après la mort ou non, si elle a grandi dans une culture chrétienne, musulmane, bouddhiste ou même athée, les éléments centraux des expériences sont très similaires. Comment expliquer que des individus si différents décrivent des visions presque identiques? L'hypothèse de la suggestion culturelle perd de sa force face à cette convergence de récits qui traversent frontières et siècles. Les récits d'enfants sont particulièrement troublants pour la science. Beaucoup d'entre eux n'ont pas le vocabulaire ou les connaissances pour inventer des descriptions complexes, mais parlent néanmoins de lumière, de présences accueillantes, de dialogues impossibles à avoir imaginés. Il y a aussi des cas d'aveugles de naissance qui, durant une EMI, décrivent des environnements visuels avec une clarté surprenante. Ces témoignages minent l'explication matérialiste et exposent les limites du raisonnement purement neurologique. Dans cette confrontation surgissent aussi les silences de la science. Quand les récits ne peuvent être réfutés, ils sont simplement ignorés, classés comme anecdotiques, sans valeur statistique. Ce refus de regarder le phénomène révèle plus qu'une simple prudence. Il montre la peur. Peur d'admettre qu'il existe quelque chose hors de portée des laboratoires, quelque chose qui ne peut être mesuré avec des appareils, mais qui est néanmoins réel. C'est ici que la tension atteint un autre niveau. Le spectateur perçoit la faille dans le discours scientifique et commence à se demander si la science cache, ignore ou minimise ses expériences. Est-ce par incapacité ou par convenance? Il y a un conflit non seulement entre raison et mystère, mais entre contrôle et vérité. Reconnaître la validité des EMI serait ouvrir une brèche dangereuse, capable d'ébranler la vision du monde matérialiste qui soutient la science moderne. Cet acte expose le dilemme. Soit on persiste à nier l'inexplicable, soit on reconnaît que la conscience peut exister au-delà du corps physique. Les deux options sont inconfortables, mais la seconde porte un poids encore plus grand. Admettre que la mort pourrait ne pas être la fin. C'est dans cet abîme que la confrontation avec la raison s'intensifie, préparant le chemin pour la révélation qui viendra. Nous arrivons au point culminant du voyage. L'instant où le doute cesse d'être un simple jeu d'hypothèses pour devenir une révélation troublante. Jusqu'ici, nous avons vu que la science tente d'expliquer les expériences de mort imminente comme de simples illusions chimiques, des distorsions d'un cerveau en collapsus. Mais face à la répétition, la précision et l'universalité de ces récits, cette explication semble insuffisante. C'est dans ce vide que s'installe la révélation. Peut-être que la conscience ne dépend pas du corps pour exister. Le moment du paroxysme ne réside pas seulement dans les cas médicaux ou les témoignages qui défient la logique, mais dans ce qu'il suggère, la possibilité que la vie continue au-delà de la mort. Pour beaucoup de ceux qui ont vécu une EMI, l'impact n'est pas seulement le souvenir d'une vision, c'est la certitude intime que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Cette conviction transforme leur vie, modifie leur comportement, change leurs valeurs. Les personnes auparavant matérialistes se mettent à valoriser la spiritualité. Ceux qui craignaient la mort trouvent la paix. Même les enfants, après avoir traversé ces expériences, démontrent une maturité inhabituelle, comme s'ils avaient franchi un seuil invisible. La révélation gagne aussi en force, parce qu'il ne s'agit pas d'un ou deux cas isolés. Nous parlons de milliers de récits documentés sur différents continents, cultures et époques. Les histoires varient dans les détails, mais partagent un noyau commun. La séparation du corps, la vision panoramique de la réalité, la lumière accueillante, les rencontres inexplicables. C'est comme s'il y avait un scénario universel gravé dans un plan au-delà de la raison. Et la science, en ignorant cette convergence, finit par renforcer davantage le mystère. Ce point du récit doit être mené avec une intensité croissante, car c'est ici que le spectateur ressent le poids de la révélation. Il ne s'agit pas seulement de curiosité scientifique, mais de quelque chose qui touche chacun d'entre nous, le destin final de la conscience. Si le corps peut mourir et pourtant l'esprit continuer à percevoir, qu'est-ce que cela signifie pour le sens de la vie?
La révélation n'est pas présentée comme une réponse définitive, mais comme l'ouverture d'une porte qui ne pourra jamais être refermée. Il y a aussi la révélation philosophique. La science, avec toute sa grandeur, n'est pas capable d'appréhender tous les aspects de la réalité. Guénon avertissait déjà que la raison, lorsqu'elle est érigée comme unique critère de vérité, devient une prison. Les EMI sont comme des fissures dans cette prison, des brèches par où s'échappe la lumière. Il n'est pas nécessaire de prouver scientifiquement l'existence de l'âme pour reconnaître que quelque chose résiste à la mort. Il suffit d'observer que, malgré les tentatives, la science n'a pas réussi à effacer l'énigme. C'est là le paroxysme, le moment où la raison s'incline devant l'inexplicable, non comme une défaite, mais comme une reconnaissance de ses limites. Le spectateur, conduit pas à pas depuis le mystère initial jusqu'ici, perçoit que la révélation n'est pas une réponse toute faite, mais une nouvelle perspective, celle que la vie est plus grande que ce que la science ose admettre. Nous arrivons au dernier acte de ce récit. Le chemin parcouru nous a menés du mystère initial, en passant par la confrontation avec la science, culminant dans la révélation troublante que la conscience peut exister au-delà du corps physique. Mais l'histoire ne se termine pas avec des réponses définitives. Au contraire, elle se clôt avec plus de questions que de certitudes. C'est à ce point que s'établit le véritable impact, non dans ce qui est expliqué, mais dans ce qui reste ouvert. Les expériences de mort imminente laissent derrière elles une traînée de transformation. Ceux qui les ont vécues rapportent des changements profonds, la perte de la peur de la mort, la valorisation des aspects spirituels, la recherche de sens au-delà du matériel. Ce n'est pas seulement le souvenir d'une vision qui les change, mais la conviction d'avoir touché une dimension plus grande de l'existence. L'écho de ces expériences ne se limite pas à l'instant vécu, mais se prolonge tout au long de la vie. C'est comme si chaque témoin portait en lui un message silencieux, celui que la mort ne met pas fin à l'être. Cet écho résonne également chez ceux qui ne font qu'écouter les récits. Même sans avoir traversé une EMI, le simple contact avec ces histoires provoque de l'inquiétude. L'esprit se voit forcé de réfléchir. Et si c'était vrai? Et si, à la limite entre vie et mort, il y avait une continuité que la raison n'atteint pas? Cette possibilité éveille fascination et peur, espoir et doute. C'est un écho qui ne peut être ignoré, car il touche à la question la plus universelle de toutes. Que se passe-t-il après la mort? La science, jusqu'à présent, préfère le silence. Non parce que le phénomène n'existe pas, mais parce qu'il ne s'inscrit pas dans ses méthodes de preuve. Ce refus, cependant, ne diminue pas l'impact des récits. Au contraire, il renforce le sentiment qu'il y a quelque chose intentionnellement laissé de côté, quelque chose qui menace le paradigme dominant. En choisissant d'ignorer, la science permet au mystère de rester vivant, alimentant encore davantage la curiosité de millions de personnes à travers le monde. La conclusion de ce récit n'est pas une fin, mais l'ouverture à une réflexion personnelle. L'audience est invitée à regarder au-delà de ce que la logique permet. À chaque spectateur de décider, les EMI sont-elles des illusions créées par un cerveau moribond ou sont-elles des aperçus d'une réalité qui nous attend? Aucune vidéo, aucune étude, aucune théorie ne peut imposer la réponse. Seule l'expérience individuelle ou le courage de contempler l'inconnu peuvent nous en rapprocher. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. La mort, si redoutée, pourrait ne pas être un vide, mais une transition. Peut-être que la fin n'est que le début d'une autre forme d'existence, une que la science n'a pas encore osé explorer. L'écho de l'éternité ne crie pas, ne s'impose pas. Il murmure dans les récits de ceux qui sont revenus et se manifeste dans l'inquiétude de ceux qui les écoutent. Ainsi, nous concluons non avec des certitudes, mais avec une question qui résonne au-delà de la raison. Et vous, croyez-vous que la conscience survit à la mort? J'ai traduit le texte portugais en français en préservant fidèlement le style, le ton et les nuances philosophiques du texte original sur les expériences de mort imminente, EMI.
J'ai veillé à utiliser des expressions naturelles en français, tout en maintenant la profondeur conceptuelle et la structure narrative du texte. La traduction respecte l'organisation en sections qui explore progressivement le mystère des EMI, la confrontation avec la science, la révélation potentielle sur la nature de la conscience, et la conclusion ouverte qui invite à la réflexion personnelle. Y a-t-il une partie spécifique de la traduction que vous aimeriez que je révise ou des aspects particuliers sur lesquels vous souhaiteriez que je me concentre davantage ?